Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, une expérience horrible pour une fillette dans un hôpital à Batoufam, dans la région de l'Ouest. La petite merveille a été abusée sexuellement par un infirmier. Le bourreau, qui a distrait son frère aîné avant de commettre son forfait, a forcé l'enfant de 7 ans à des pratiques malsaines. Le présumé violeur est passé tout près d'une justice populaire. Dans le département du Noun, on est passé tout près de graves incidents à cause du conflit entre les peuples Bamoun et Tikar. Le sultan Nabil Bobo Djoya calme les tensions. Il milite en faveur de la paix entre les peuples frères. Les congés tirent progressivement à leur fin et les parents sont déjà dans le bain des préparatifs de la rentrée scolaire. L'achat des fournitures et de l'inscription nécessite des moyens financiers. Entre épargne, tontine, chacun y va de sa technique de financement. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est terminé. Les rideaux sont retombés hier après 2 semaines de compétition intense. L'Afrique s'en sort avec plusieurs médailles glanées, couronnées de records. Voilà pour les titres. Encore une scène horrible dans la région de l'Ouest, plus précisément à Batoufam. Une fillette de 7 ans a été abusée par un infirmier. Au lieu de lui administrer des soins, l'homme profite du retrait de son garde-malade pour la violer par voie orale. Les détails avec Aimé Catherine Moukouri et Abraham Sarr. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? On l'amène en prison. Avec ces mots, elle réclame la justice. La petite merveille, 6 ans seulement, a été violée par un infirmier. Il m'a tout déshabillé, mais il n'a pas enlevé mon courant. Il a enlevé ce grand garçon, puis ici, il a mis ça dans ma bouche. Il a mis ses deux mains, il fait son il pleurer. Il a dans ma bouche. L'enfant m'a expliqué de la même manière que sa mère m'a expliqué. J'ai dit, ok, on part à la brigade. Nous sommes partis. Arrivé, l'enquêteur a entendu l'enfant. Elle a répété la même chose. Parce que quand moi j'arrive au village, j'appelle l'enfant, je lui pose les questions. Elle me parlait de la même chose. C'est au centre de santé intégré de Kagné par Batoufam que l'horreur se produit. La petite merveille y vient accompagnée de son frère dans le but de refaire son pansement. L'infirmier va distraire l'accompagnateur. Seul avec la fillette, il contraindra cette dernière à lui faire une fellation. Ce n'est qu'à son retour à la maison qu'elle racontera le drame qu'elle a vécu. Les forces de l'ordre sont alertées, de même que la population qui prend d'assaut le centre de santé. Quand les autorités sont venus, le monsieur a accepté. Là où la justice populaire a même brûlé sa moto. Il a eu la chance qu'on a brûlé sa moto, sinon on le brûlait lui aussi. Sauvé de justesse par des hommes de la gendarmerie de Bayangam, cet infirmier, d'après les témoignages, ne serait pas à son premier forfait. Il est connu ici pour réclamer aux patients de se présenter en tenue d'Ève pour administrer des soins. Je voulais baisser comme ça pour qu'il m'injecte. Il me dit que ce n'est pas ça. Soulève ton habit et tu enlèves tout le bas. Avant qu'on t'injecte. Et il doit même dans la salle des malades, surtout salle des femmes. L'enquête a été ouverte à la gendarmerie de Bandjoun, appelée en renfort. Et il est venu en renfort pour apaiser les tensions qui secouent le département du Noun. Le sultan des Bamoun milite en faveur de la paix entre son peuple et ses frères Tikar. Nabil Bobo Djoya vient de s'adresser aux jeunes dans le but de calmer leur colère. Le récit, une fois de plus, d'Aimé Catherine Moukouri, cette fois sur les images de Nourdine Djoya. Ma vision, c'est de construire le Noun, pas le détruire ni diviser. Nos parents ont contribué à cette cohésion. Face à cette situation, laissant le gouvernement agir, je suis pour la paix et pour la cohabitation pacifique.
Les propos sont de Nabil Bombo Njoya. Le sultan calme les jeunes, prêts à se rendre à Makba pour en découdre. Un appel au calme bien reçu. Il y a la grande communauté du Noun qui ont toujours vécu en fraternité, en famille. Nous restons une et une seule et même famille. C'est ensemble qu'on est plus fort, bâtir ensemble pour s'épanouir dans l'ensemble. Le sultan a choisi de délocaliser les activités du Ngoun dans les arrondissements de Fumbot, Koutaba, Djimom et Makba. Question d'impliquer toutes les communautés vivant dans le département du Noun. Le lancement des activités dans la localité de Makba a mal tourné. Sur les lieux, jeudi 8 août, les affrontements entre communautés Bamoun et Tika ont fait 3 morts selon un bilan officiel. Je salue vraiment en passant la réaction de Sa Majesté Fonfelfoum Nabil, qui non seulement a demandé à son peuple de se calmer, mais a donné la place qu'il faut à l'autorité qui est l'État. À cet instant précis, j'aurais bien voulu donner la parole à tous ceux qui sont nés du parent Bamoun et Tika. Une manière de vous rappeler que les Bamoun et Tika sont unis par un lien historique. Donc nous nous rangeons derrière l'idée du roi qui recherche la paix. Rappelons que l'incident de Makba intervient 5 jours seulement après la grande prière pour la paix organisée au Palais des Rois. Direction Melon dans le département du Mungo, région du littoral. Les populations du quartier Aoussa vivent le calvaire à chaque saison des pluies. Elles dorment avec un œil ouvert de peur d'être envahies par les eaux. Désemparées, elles lancent un cri de détresse auprès des autorités locales. Devarionda, Luciano Dodunjaku, reportage. Voici le calvaire des populations du quartier Aoussa de la ville de Melon à chaque saison des pluies. Les inondations rendent la circulation difficile. Les animaux domestiques et les petits-enfants ne sont pas à l'abri du danger. Quand il pleut, nous avons le cours d'eau qui est juste derrière là, qui inonde, qui traverse le lit. Et puis ça envahit le quartier. Quand il pleut, nous on ne dort pas. Il y a des moments que les maisons sont inondées partout. Ici, aujourd'hui que vous êtes venus là vraiment, vous avez un peu touché des doigts, j'ai dit un peu. Inquiets, les habitants appellent les autorités locales à l'aide. Parce que quand ça traverse là chaque jour, nous pouvons plus aller à nos occupations parce qu'il faut veiller sur les enfants. L'eau peut amener les enfants d'un moment à l'autre. Comme l'année dernière, ça a apporté les motos, les chèvres et tout. Vraiment que la population de Melon et que le maire de la ville de Melon puisse voir ce problème et qu'ils nous viennent en aide pour que nous puissions résoudre ce problème. L'absence des drains et des caniveaux dans ce quartier serait la cause de ces multiples inondations qui font perdre le sommeil aux habitants. Je veux l'annoncer en titre, la rentrée pointe à l'horizon. Cette période pas toujours facile à transcender ne laisse aucun parent d'élève indifférent. Entre techniques d'épargne, autres équations personnelles, les parents ont déjà une idée de comment ils comptent l'attaquer. Corinne Jovial-Tassonkeng et Stéphane Binac, reportage. Ils sont prêts à attaquer la rentrée scolaire. Entre tontines et autres techniques d'épargne, certains parents d'élèves rencontrés ce jour à Douala multiplient les techniques pour affronter sans heurte cette période. Ma femme s'organise de telle sorte que j'ai une somme d'argent que je lui donne tous les temps. Et à travers ça, elle essaie de préparer la rentrée 1 an d'avance. Donc comme la rentrée s'est arrivée déjà là, bientôt on va commencer à préparer la nouvelle rentrée de l'année prochaine. La rentrée ne se prépare pas le jour de la rentrée. Ma rentrée a été déjà préparée depuis. J'ai ma tontine que je vais bénéficier. Ma rentrée est déjà prête. Chez d'autres, aucune équation placée. La situation est particulièrement compliquée au vu de la conjoncture économique. En ce qui concerne la rentrée scolaire, on n'est pas prêt parce que même les sacs des enfants, on n'a pas encore acheté. Si entre-temps on trouve les moyens, on va le faire. Si on ne trouve pas, on va se battre comme on a l'habitude de se battre. Parce que si le dehors est dur, c'est pas facile. Dans certaines localités à Printemps, la grande élite met sur pied des opérations d'épargne spéciale rentrée scolaire.
nos élites ont pris une mesure pour la rentrée scolaire. Donc nous faisons tout à la réunion. À la rentrée, c'est la réunion qui peut inscrire soit les enfants, payer toutes les fournitures et nous donner le compte rendu par comptabilité. C'est une grâce que la sagesse nous a été apportée par les anciens. La rentrée scolaire approchant à grands pas, il ne reste plus que quelques jours pour tous les parents d'élèves, prêts ou non, pour se mettre à la page avant le 9 septembre prochain. Et affiner la dépense pour accroître la performance dans la réalisation des politiques. C'est la mission assignée aux conférences élargies de programmation budgétaire et des performances associées, dont les travaux ont été lancés ce jour à Yaoundé sous l'égide du ministre en charge de l'économie. L'exercice permettra aux administrations de présenter des documents pertinents à adosser sur les projets prioritaires. On voit cela avec Joël Diom 3, Tali Béala et Serge Alain Zebo. En 2016, avec un budget en investissement public représentant 8% du produit intérieur brut PIB, le Cameroun dégageait alors un taux de croissance économique de plus de 5%. Cet exemple productif en vaut la peine, puisque rendu en 2024, le pays recherche des solutions de performance de ses politiques publiques. Les conférences élargies de programmation budgétaire et de performances associées, ouvertes par le ministre de l'économie ce 12 août à Yaoundé, entendent élaborer des budgets adossés sur la performance. Pour y parvenir, le membre du gouvernement préconise priorité à la finalisation des projets en cours. Deuxièmement, il nous faut accélérer notre développement, notre industrialisation, l'intégration des chaînes de valeur. Il est question de s'assurer que les projets structurants de première génération aillent jusqu'à leur terme et produisent les effets économiques attendus. Durant les travaux d'une dizaine de jours, les administrations publiques doivent trouver des stratégies pour affiner leurs dépenses, avec en ligne de mire l'atteinte de croissance et de valeur ajoutée en rentabilisant l'investissement de l'État. À terme, ce cadre d'échange devrait aboutir à la production de documents pour l'élaboration du budget triennal 2025-2027. Et ce 12 août marque la journée internationale de la jeunesse. Pour cette 25e édition, l'accent a été mis sur l'importance de la digitalisation dans la transformation de la société. Et cet événement a été l'occasion de sensibiliser les jeunes venus de tous les horizons pour célébrer au Musée national les enjeux du numérique. Les détails avec Delphine Fonkotene et Luc Voida. En un clic sur la toile, les jeunes sont parfois exposés aux fake news, discours de haine ou encore des images obscènes. Il faut fermer cette page et télécharger celle qui offre de véritables opportunités, notamment la transformation digitale. Cette dernière a déjà généré de milliers d'emplois au Cameroun. Un logiciel à télécharger sans hésitation dès ce 12 août, Journée internationale de la jeunesse. Le message, c'est sensibiliser les jeunes sur leur rôle civique et patriotique dans l'usage responsable de ces technologies de l'information et de la communication. Parce que autant le numérique facilite la vie en société, permet d'atteindre les objectifs de développement durable, mais les déviances, et comme l'a dit le chef de l'État, parfois, ce numérique est dévoué. Désormais, il faut cliquer intelligemment. D'ailleurs, le jeune dont la publication récoltera plus de vues, de likes ou de partages chaque semaine remportera le prix de la citoyenneté numérique, prix offert par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. La célébration de ce lundi au Musée national clôture une semaine d'activités menées par la jeunesse. Les meilleurs reçoivent ici des attestations. Une demi-dizaine de membres du gouvernement sont présents à cette 25e journée internationale de la jeunesse célébrée sous le thème « Le progrès à la portée de clic, la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable ».
Et les consultations nationales élargies des jeunes Camerounais sur la révision de la politique nationale de la jeunesse lancée ce lundi. Les plateformes mises en place à cette occasion visent à recueillir les besoins et aspirations des jeunes du Cameroun, de la diaspora, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Une question ce soir: que veulent les jeunes pour le Cameroun de demain? Esquisse de réponse une fois de plus avec Delphine Fonkoutene et Luc Vondor. Le rêve de plusieurs Camerounais aujourd'hui est de valoriser les savoir-faire et diplômes obtenus après de longues années d'études. Chacun aspire à un emploi stable et à la reconnaissance de ses compétences. Nous sommes plusieurs jeunes à être diplômés, à avoir même des compétences, mais nous n'avons pas du travail. Beaucoup pensent se tourner vers l'entrepreneuriat, mais rencontrent énormément de difficultés, manque de financement et tout. Généralement, ils ne savent plus quoi faire. Donc, je pense que si on regarde ce côté-là, ça peut aller. La hausse des prix sur les marchés, nous ne parvenons pas normalement à vivre comme avant dans les années 2000-2005. Des problèmes ne manquent pas, que ce soit pour les jeunes du Cameroun ou dans la diaspora. Dès ce 12 août, chaque membre de cette frange de la population doit laisser le débat du bar, comme ils disent trivialement, pour exprimer leurs difficultés, mais aussi proposer des solutions concrètes sur ce qu'ils attendent pour un Cameroun meilleur. Ça se passe sur la plateforme du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Nous invitons la jeunesse camerounaise à se connecter massivement sur la plateforme du Conseil national de la jeunesse, notamment www.cnjcnyc.info. Et donc, les jeunes vont être consultés en présentiel dans les 10 régions du Cameroun, mais aussi en ligne pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, mais aussi ceux de la diaspora sont concernés par cette consultation. Et c'est le moment pour la jeunesse camerounaise d'exprimer les différents challenges auxquels font face la jeunesse. Ces consultations nationales élargies aboutiront à une politique nationale de la jeunesse et à un plan jeunesse reflétant fidèlement les besoins et aspirations des jeunes. Et des jeunes qui aspirent à des valeurs ancestrales du Cameroun, c'est l'engagement des enfants de 8 à 14 ans au cours de la 18e session nationale du Parlement junior africain pour les Nations Unies. Ils ont enrichi leur connaissance sur le sens et la valeur de la première strophe de l'hymne national du Cameroun. On voit cela avec Karel Mesatchachouya et Constant Kamga. Cette rencontre a en effet permis de reconnecter l'éducation de ces enfants, âgés de 8 à 14 ans, aux valeurs ancestrales que prône la première strophe de l'hymne national du pays, à savoir « Au Cameroun, berceau de nos ancêtres ». Des leaders sélectionnés sur la base de l'excellence scolaire, désormais outillés sur les voies et moyens de mieux servir la communauté, de promouvoir la citoyenneté, entre autres. Le but escompté, leur donner des outils afin qu'ils puissent les mettre en pratique dans leurs habitudes le moment venu, dans un environnement troublé par des tares. Nous nous proposons comme étant un accompagnateur afin qu'ils puissent découvrir la plus-value qu'ils promeuvent et pouvoir aussi les faire comprendre que c'est eux les acteurs décisifs du Cameroun de demain. Ces diplomates juniors pour les Nations Unies, en plus d'avoir gagné en confiance, disent être conscients des défis qui sont les leurs. Nous devons s'élever et on doit aller construire notre avenir parce que si on ne le fait pas, quand nos parents ne seront plus là pour nous soutenir, on n'aura plus rien à faire de notre vie. Notion acquise pendant la simulation d'une assemblée générale, occasion pour les parents présents de voir ce que le Parlement inculque à leur progéniture. De montrer au monde entier que le Cameroun doit aller de l'avant pour faire de notre nation une nation prospère. Tout l'enjeu de la 18e session nationale du Parlement junior africain pour les Nations Unies, représentation du Cameroun, tenue à Yaoundé. Et journée à anniversaire des 4 conventions de Genève adoptées le 12 août 1949. Les activités commémoratives ont débuté aujourd'hui à Yaoundé par une conférence inaugurale présidée par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. 2 interventions ont eu lieu à cette occasion. La première de Genève et la seconde sur la mise en œuvre nationale des dites conventions. Je vous propose d'écouter tour à tour Jean de Dieu Momo et Stéphane Bonamy au micro d'Arnaud Gueffak et Constant Kamga.
Le CICR travaille d'arrache-pied avec l'ensemble des parties au conflit, dans tous les conflits, pour engager un dialogue sur la mise en œuvre du droit international humanitaire lorsque la violence des armes fait rage. Il en est de même au Cameroun. On le fait de manière strictement confidentielle, quel que soit le contexte, c'est-à-dire bilatéral, pour s'assurer que cet espace de dialogue reste un espace de dialogue et ne soit pas, ou ne devienne pas un espace dans lequel des tensions émergent. Et dont les acteurs doivent être rappelés à leurs obligations internationales de respecter l'être humain durant les conflits armés. Il s'agit de protéger les blessés de guerre, les prisonniers de guerre, les handicapés, les malades, qui ne sont plus actifs, qui ne participent plus à la guerre. Et dans notre page live, une question pour vous ce soir. Quel est l'animal de compagnie que vous préférez? Cette question a guidé une petite enquête menée par nos reporters dans la ville de Yaoundé. Si la majorité préfère le chien et le chat, les raisons liées à ces choix, vous allez les voir, sont multiples. Jordan Abomoela, Mélissa Ngono, Jean-Bernard Daniel. Roger accepte de nous ouvrir les portes de son domicile, situé au quartier Liguefa à Yaoundé. Il est parent de 6 enfants, parmi lesquels des poilus, nommés Zoé et Noris. Le choix des chiens comme animaux de compagnie est une histoire de famille. Parce que c'est une culture et une habitude que j'ai de mes parents, parce que j'ai grandi dans ce cadre-là. Et il me revient toujours d'avoir cette pensée. Dans une maison voisine, Efa et son chien Réal cohabitent depuis 1 an. Au-delà du fait d'être un héritage familial, avoir pour animal de compagnie un chien est aussi lié à des questions sécuritaires. Non seulement pour la sécurité, et on a l'habitude de dire que c'est le meilleur ami de l'homme. Pour Julie, par contre, c'est pour une chatte que le cœur bat. Elle s'appelle Milly et réside ici depuis 1 mois. L'une des raisons pour lesquelles elle est tant aimée par sa maîtresse, c'est sa capacité à s'adapter à tous les menus. Ils sont faciles à vivre en fait. Si tu les graisses bien, tu peux facilement vivre avec le chat. Bon, déjà le chat se nettoie seul. C'est moi qu'il faut l'habituer à ne pas faire les bobos partout. Il faut l'habituer à la propreté. Bref, il faut l'habituer où il faut faire ses bobos et où il doit peut-être manger et tout pour qu'il ne vole pas aussi. Ailleurs, si le chat est autant apprécié, c'est pour sa célèbre casquette de chasseur de rongeurs. Parce que le chat chasser les souris dans la maison. Sur la dizaine de personnes interrogées ce jour, 9 préfèrent avoir pour animaux de compagnie un chien ou un chat. C'est donc sans doute le duo gagnant pour les Camerounais. Et en conduite, et parlant de la conduite en saison des pluies qui requiert beaucoup d'aptitude, vous allez le voir, selon les experts en sécurité routière, adopter des bons gestes au volant de sa voiture éloigne à coup sûr les conducteurs des accidents de la circulation. À Douala, plus d'un joue la carte de la prudence. Cyril Kwakam, Henri Tinda, reportage. Là-haut, un ciel pluvieux. Sur la chaussée, ça roule, mais pas à la vitesse habituelle. Ici, à la montée Hôtel de l'Air. Et sur l'axe Boné-Disiassa à Douala. Il faut aller doucement pour éviter, avec le trafic, les motos qui ont des parapluies, c'est difficile de rouler. La conduite en saison pluvieuse n'est pas la même qu'en saison sèche. En saison pluvieuse, c'est un peu très difficile. Puisqu'il pleut à chaque moment, la visibilité est un peu réduite. En ce temps où il pleut des cordes dans la ville, l'un des challenges pour de nombreux automobilistes, c'est avoir une bonne visibilité. On peut mettre le chauffage pour permettre à une bonne visibilité sur le pare-brise. Vous voyez ça, non? À chaque moment, il faut utiliser ça pour laver la pare-brise, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, après un tour comme ça, là, je verse le passe. Je nettoie encore la pare-brise. Mais pas que. Selon ce moniteur d'auto-école, d'autres gestes pratiques sont recommandés pour éviter de potentiels accidents. Vous savez, quand il pleut, la chaussée est mouillée. Ça veut dire que le véhicule n'est plus stable à cause de la chaussée. Et il faut avoir les bons pneus. Sinon, tu seras déporté par les systèmes aquaplanines. Nous avons 36 mètres pour la distance de sécurité. En ce qui concerne les essuie-glaces, ils doivent être remplacés à chaque début de saison de pluie. Pour éviter les accidents, augmenter une distance de sécurité. Rouler avec les veilleuses allumées.
éviter le coup de pédale brusque et de volant brusque. Donc si on met ces 3 étapes-là en jeu, on va éviter tout ce qui peut arriver comme dérapage en saison pluvieuse. Non, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos maladresses, disait l'artiste Black Rodies. L'Afrique n'a pas fait de figuration aux Jeux Olympiques de Paris 2024, de l'Algérie au Kenya, en passant par l'Afrique du Sud, le Botswana, la Tunisie et l'Éthiopie. Les athlètes africains ont su tirer leur épingle du jeu en établissant de nouveaux records. Le point avec Mathieu Fangwa. L'Algérie, avec une tradition forte en athlétisme et en boxe, a connu un renouveau lors de ces Jeux de Paris 2024. Le pays a vu ses athlètes briller particulièrement en athlétisme, notamment dans les épreuves de fond et de demi-fond. Le Kenya, une nation déjà bien connue pour ses exploits en athlétisme, n'a pas déçu lors de ces Jeux. La star incontestée a été Faith Kipkegon, qui a marqué l'histoire en remportant une 3e médaille d'or consécutive sur 1500 mètres. L'Afrique du Sud a démontré sa polyvalence en recortant des médailles dans les diverses disciplines. Le relais 4x100 mètres masculin a été l'un des points culminants pour l'équipe sud-africaine qui a décroché la médaille d'argent dans une course serrée, mettant en lumière la résilience et la détermination des sprinteurs sud-africains. En natation, Tajana Schumacher a confirmé son statut de favori en remportant une médaille d'or sur 200 mètres brasse, ajoutant ainsi une nouvelle page glorieuse à l'histoire de la natation sud-africaine. Le Botswana a été l'une des plus grandes révélations de ces Jeux, en grande partie grâce à la performance époustouflante de Leslie Tebogo, déjà médaillée d'or sur 200 mètres. Tebogo a mené son équipe à une médaille d'argent sur le relais 4x400 mètres, prouvant que le Botswana est désormais un acteur majeur du sprint mondial. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, une véritable consécration pour les sports africains, avec des performances remarquables. Dans une diversité de disciplines, le continent a démontré qu'il est une force avec laquelle il faut compter sur la scène sportive mondiale. Du sprint au marathon, en passant par les sports de combat et la natation, les athlètes africains ont repoussé les limites, battu des records et apporté une immense fierté à leurs nations respectives. Et Paris a dit adieu aux Jeux Olympiques 2024 en musique ce dimanche. Sur l'estrade, la chanteuse française d'origine camerounaise Isel Onguéné a conquis le cœur du public. L'artiste de 29 ans a repris le classique comme d'habitude de Claude François, une version américaine qui a enflammé le Stade de France. Aruna Zira, Ludovic Ngomsi nous en parle dans cet élément. Et l'escale monde nous conduit ce soir au Mali avec l'ambassadrice de Suède expulsée par les autorités maliennes. En Ouganda avec le décès de 21 personnes dans un éboulement de la décharge de Kampala. En Tunisie, seulement 3 candidats en lice pour la présidentielle d'octobre prochain. L'île Piedjou, Calvin Tekab. Christina Kunel, chassée du Mali. L'ambassadrice de Suède a reçu l'ordre du gouvernement malien vendredi de quitter le pays. Décision motivée par une déclaration d'un ministre suédois sur le soutien du Mali à la Russie qualifiée d'hostile. Ce qui vient faciliter le processus de fermeture de l'ambassade de Suède au Niger qui était déjà en cours et devait s'achever en fin décembre 2024. Le Mali et le Niger ont annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec Kiev, dénonçant l'apport de l'Ukraine à des troupes terroristes sur le terrain militaire sahélien. Effondrement d'une décharge en Ouganda.
Le bilan s'alourdit. Au moins 21 morts, parmi lesquels les enfants. Les opérations de secours se poursuivent. Les maisons, les personnes et les animaux ont été engloutis sous des montagnes de déchets à la suite de cet éboulement provoqué le week-end après de fortes pluies à Kampala. Le président ougandais Yoweri Museveni veut savoir qui a donné le quitus pour que des gens vivent près d'un tas potentiellement toxique et dangereux. Une enquête est en cours. Il a ordonné également le versement aux familles des victimes 1230 € pour chaque tué et 246 € pour chaque blessé. Cette décharge créée en 1996 accueille la quasi-totalité des déchets collectés à Kampala, environ 1500 tonnes de déchets par jour. Sur la ligne de départ le 6 octobre prochain, uniquement 3 candidats pour la présidentielle en Tunisie. Kais Saïed, le président sortant, Zoué Mazaoui, ancien député, défenseur du panarabisme, Ayashi Zamel, également ancien député. 14 prétendants éliminés pour insuffisance de parrainage. Selon les experts, c'est un scrutin joué d'avance, parsemé d'embûches pour les rivaux de Kais Saïed en poste depuis 2019 et accusés de dérives autoritaires par l'opposition. Une image qui ne cesse d'être relayée sur les réseaux sociaux et partout dans le monde. Jusqu'à ce lundi matin, Samuel Eto'o aux côtés des autorités militaires nigériennes. Cette figure emblématique du football africain a participé au Menador, une cérémonie organisée par la Fédération nigérienne de football le week-end dernier pour honorer les talents locaux. En marge de cet événement, le président de la FECAFOOT au Cameroun a été reçu par le général de brigade Abdourahmane Tiani. Nous nous sommes lancés dans la gestion du football, c'est parce que ces aînés faisaient déjà un très bon boulot et ils continuent à faire ce boulot. Je suis heureux parce que je découvre que la passion que mon grand frère avait il y a des années, elle est restée intacte. Samuel Eto'o utilise de plus en plus son influence pour de beaux jours pour le sport africain et surtout rappeler l'importance de l'unité et de la coopération dans le développement du football en Afrique. Et dans le plus du 19h50, Longstar Equipment, plus proche des populations de l'Ouest que jamais, son riche potentiel en matière de bus et camions premium a été présenté aux municipalités et hommes d'affaires dans cette région. Une offre qui a aussitôt séduit la cible. Regardez. Un déploiement en grandeur nature de l'entreprise citoyenne Longstar Equipment dans la région de l'Ouest. Consciente de l'énorme ressource de cette région et de la multitude des clients, Longstar Equipment se déplace avec la large gamme des produits qu'elle commercialise, à l'instar des camions Chapman et des engins Chantuy. En faisant corps avec les populations de cette région, des espaces sont aménagés à l'esplanade de la ville de Bafoussam. Ici, on écoute, on conseille et oriente la clientèle. Pour cette ville en construction, Longstar Equipment se rapproche de sa cible. Nous sommes également à Bafoussam pour tendre la main aux municipalités, pour leur dire aussi que venez, nous avons les équipements qu'il faut pour tous vos travaux, pour améliorer les infrastructures, les routes. Ce rapprochement de Longstar Equipment auprès des municipalités, opérateurs économiques et particuliers, est saisi au bon. Il y a un gain de temps et d'argent à capitaliser. Souvent, nous sommes obligés de nous déporter toujours du côté de Douala-Yaoundé pour voir ces grosses entreprises qui proposent le matériel dont on a besoin chez nous. Alors, pour une fois qu'une entreprise comme celle-là se déplace pour venir nous faire la promotion de leurs entreprises sur place, nous pouvons être fiers et dire merci. Après diagnostic fait, Longstar Equipment rassure la clientèle quant à la disponibilité des solutions aux besoins répertoriés. Le besoin de transport des marchandises et des personnes. Dans les bus, on a les autocars Yutong, qui sont des bus en VIP et en classique, qui sont des bus de 51 à 65 places, des bus climatisés avec des toilettes, des bus Yutong, les camions Chapman et puis les camionnettes Sac-Moto sont exactement les marques que nous représentons aujourd'hui. À peine 5 ans au Cameroun, Longstar Equipment occupe déjà le 2e rang national en termes de meilleurs camions, BTP, engins pour les mines et transports routiers. À côté de Longstar Equipment, il y a Longstar Energy qui propose des huiles pour l'entretien des engins,
Des huiles contenant des adjuvants qui facilitent la consolidation de l'émail de fer dans le moteur et protègent le moteur de la corrosion due à la combustion. Basé dans la zone portuaire à Douala avec des installations à Kribi, Yaoundé, Ngaoundéré et bientôt Bertois, Lonstar Equipment entend s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. C'est ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'information également sur Canal 2 International à 13h, le journal bilingue co-présenté par Titi Freeman et Chérifa Saleh, le journal des régions à 15h30, le 18h15 présenté par Morindi. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.